Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter de la théorie du cycle politique. Nous allons voir deux modèles. D'une part, le modèle de Nordhaus qui nous dit qu'il y a une coïncidence entre les fluctuations macroéconomiques et le cycle électoral. Et d'autre part, le modèle dû à Hips et à Alesina qui nous disent qu'il y a un lien entre la nature du parti au pouvoir, c'est-à-dire l'idéologie du parti au pouvoir, et les fluctuations macroéconomiques. Alors le modèle de Nordhaus repose sur une vision des choses assez raisonnable et assez réaliste, qui est l'idée que à l'approche d'une élection, les gouvernements vont essayer de stimuler l'économie systématiquement afin de créer un environnement favorable et donc d'être réélus. C'est donc un modèle assez ancien puisqu'il suppose deux déviations entre la rationalité des agents et leurs actions. D'une part, le vote est rétrospectif, c'est-à-dire que les électeurs rémunèrent le gouvernement pour la performance passée, alors même que cette performance passée est manipulée afin d'être réélue. Et deuxièmement, les anticipations ne sont pas rationnelles, ce qui permet au gouvernement de stimuler l'économie au moment d'une élection, alors même qu'il est parfaitement prévisible que ce stimulus aura lieu. Le modèle de cycle électoral de Nordhaus ressemble beaucoup à celui de Barrow et Gordon. Vous vous souvenez que Barrow et Gordon supposaient que le gouvernement maximisait une fonction de bien-être social qui dépendait à la fois de l'inflation et de la déviation entre le niveau du PIB et, on va dire, un niveau optimal du PIB qui ne coïncidait pas forcément avec son niveau naturel. Eh bien, chez Nordhaus, c'est la même chose, à ceci près que le gouvernement maximise le bien-être social sur toute la durée de son mandat, mais pas au-delà. Et par ailleurs, le gouvernement accorde un poids plus important à l'année d'élection relativement aux autres années du mandat. Ce sont ces deux différences essentielles qui impliquent qu'il va y avoir un cycle électoral, d'une part à cause du poids plus élevé sur l'année d'élection, et d'autre part à cause du fait que pour réduire le coût inflationniste de la politique de stimulus l'année d'élection, eh bien le gouvernement va avoir tendance, les années où il n'y a pas d'élection, à faire une contraction macroéconomique parce que celle-ci permet d'aborder l'année d'élection avec des anticipations d'inflation qui sont plus faibles et donc de réduire le coût en termes de bien-être du stimulus l'année d'élection. On va donc supposer que le cycle électoral dure deux périodes et que les élections ont lieu les années paires. Et la fonction objective du gouvernement, elle est donnée par cette équation-ci, Vt égale Ut plus gamma Ut moins 1. Et cette équation, elle nous dit que le gouvernement maximise le bien-être social uniquement sur la durée de son mandat. Et par ailleurs, il y a un poids gamma sur Ut-1, qui est l'année où il n'y a pas d'élection. Et ce poids gamma est inférieur à 1, donc il y a moins de poids sur les années hors élection que sur les années d'élection. Quant à cette fonction UT qui nous décrit le bien-être social au cours de la période T, eh bien, c'est exactement la même que dans le modèle de Barrow-Gordon, c'est-à-dire UT est égal à moins pi au carré, moins y étoile au carré. On a donc une perte en fonction de l'inflation qui est quadratique et une perte en fonction de la déviation entre y et y étoile qui est également quadratique. Le modèle est complété par une courbe d'offre agrégée, qui est une courbe complètement standard, y égale pi moins pi te, comme on peut la voir ici. Et enfin, on suppose que les anticipations sont adaptatives, c'est-à-dire que l'anticipation d'inflation pour la date t est une moyenne pondérée avec un poids θ sur l'inflation passée entre l'inflation passée et l'inflation anticipée passée. Ainsi, plus θ est élevé, plus les anticipations sont réactives aux réalisations d'inflation et moins elles sont inertes. Que fait le gouvernement à la date t moins 1, c'est-à-dire en début de mandat, après avoir été élu ou réélu, eh bien il maximise ce qu'on a vu, c'est-à-dire UT
plus gamma ut-1, c'est-à-dire ce programme. Et il maximise ça par rapport au taux d'inflation à la date t-1 et au taux d'inflation à la date t, c'est-à-dire pi t-1 et pi t. Ce qui est important de voir là-dedans, c'est que le gouvernement va manipuler stratégiquement les anticipations d'inflation pour la date t. En effet, il sait que si il change le taux d'inflation à la date t-1, eh bien ça va avoir une influence à cause du fait que les anticipations sont adaptatives sur pi te ici. Et évidemment, la valeur de pi te a un effet sur le bien-être social à la date t et aussi sur l'inflation que va choisir le gouvernement à la date t. On a donc deux conditions du premier ordre. La plus simple, c'est celle par rapport à pi indice t, c'est-à-dire celle-ci. Eh bien, cette condition du premier ordre, c'est exactement la même que dans le modèle de Barrow-Gordon qu'on a vu, c'est-à-dire qu'elle détermine l'inflation à la date t comme fonction de y étoile, le taux optimal d'activité, et comme fonction des anticipations d'inflation pi t indice E. Et puis on a également une condition du premier ordre à la date t-1, et cette condition du premier ordre, eh bien, c'est la même qu'à la date t, mais il y a un terme additionnel qui reflète le fait que plus j'ai d'inflation à la date t-1, plus je vais avoir des anticipations d'inflation élevées à la date t, et ça, c'est pas très bon pour le gouvernement, parce que ça va réduire le bien-être social à la date t, et donc ça va réduire la probabilité de réélection à la date t. Et donc, à cause du fait que le gouvernement a un horizon limité à son mandat, eh bien, il y a une asymétrie entre la condition du premier ordre pour l'inflation à la date t et la condition du premier ordre pour l'inflation à la date t-1. On va avoir envie stratégiquement, à cause de ce terme, de baisser l'inflation à la date t-1, quitte à créer une récession, pour aborder la date t, la période électorale, dans des conditions plus favorables, c'est-à-dire avec des anticipations d'inflation plus faibles. Ces deux équations 99 et 100 sont les conditions, sont la solution de ces conditions du premier ordre. Et on constate que puisque gamma est plus petit que 1 et que θ est compris entre 0 et 1, eh bien pi indice t va être généralement plus grand que pi indice t-1. En effet, le dénominateur est le même. Le terme en 1 plus θ sur 2 ici est supérieur à gamma moins θ sur 2 ici, dès lors que y étoile est positif, c'est-à-dire dès lors qu'il existe le biais inflationniste à la Barrow-Gordon. Et on peut également facilement montrer que le terme en gamma moins θ sur 2 va être plus grand que gamma fois 1 moins θ sur 2. Et donc, on peut voir que dès lors que les anticipations d'inflation sont positives ou nulles, eh bien, YT va être plus grand que YT va être plus grand que YT-1. Il va y avoir une expansion l'année de l'élection. Cela peut se voir sur les deux équations suivantes qui calculent YT-1 et YT. Et on peut constater que même si gamma était égal à 1, les deux équations sont différentes. Et même si gamma est égal à 1, YT est plus grand que YT-1. Donc même s'il y avait le même poids sur les deux années, le simple fait qu'il y a une année qui est la dernière et l'autre qui est la première implique qu'il y a un cycle électoral de par la tentation, de par la possibilité qu'a le gouvernement de créer stratégiquement une récession en première année du mandat pour créer une expansion en deuxième année du mandat. Même si le poids sur la deuxième année du mandat est le même, il ne faut pas oublier que dans ce modèle, l'horizon du gouvernement se termine à la fin du mandat. Et donc, le gouvernement n'a pas intérêt à investir dans l'avenir pendant l'année du mandat, ce qui est vrai, évidemment dû au fait qu'implicitement, le vote des électeurs est rétrospectif. À partir de ces équations, eh bien, il est relativement facile de construire un cycle régulier, c'est-à-dire un cycle où un taux d'inflation pi1 et un taux d'inflation pi2 alternent les années hors élection et les années d'élection. Ce cycle est caractérisé par ces quatre équations,
c'est-à-dire l'équation qui relie pi1 à l'inflation anticipée l'année hors mandat, la première année du mandat, et l'année hors élection, pardon. On a de même pi2 qui est relié à pi1 anticipé à travers les équations précédentes. Ça, c'est l'inflation pour l'année de l'élection, les années paires. Et puis, à ça, on rajoute deux autres équations qui sont la révision des anticipations les années de début de mandat, c'est-à-dire cette élection-ci, et la révision des anticipations les années de fin de mandat, les années d'élection, c'est-à-dire cette équation-ci. Et on peut voir qu'on a donc un système qui n'est pas très simple, mais c'est un système de 4 équations à 4 inconnues qu'on peut résoudre. Et une fois qu'on l'a résolu, eh bien on a calculé les paramètres du cycle, de ce cycle régulier, c'est-à-dire en particulier pi1 et pi2. Donc la solution, elle est donnée par ces équations. On voit que pi2 est égal à 3 gamma sur 3 gamma plus 1 fois y étoile, et il est toujours plus grand que pi1, qui est égal à 3 gamma moins 1 sur 3 gamma plus 1 fois y étoile. La différence entre pi2 et pi1 est d'autant plus grande que gamma est élevé, c'est-à-dire que le cycle électoral est d'autant plus prononcé que les gouvernements accordent un poids important à l'année de l'élection. Cependant, même si gamma est égal à 1, même si le poids était le même, eh bien on trouverait 3 quarts ici alors qu'on n'aurait que 1 demi ici. Et donc même si le poids était le même, eh bien pi2 serait plus grand que pi1 et il y aurait un cycle électoral. La raison étant, comme je l'ai déjà expliqué, que même si gamma est égal à 1, les gouvernements ayant un horizon se limitant à leur mandat vont stratégiquement utiliser l'inflation en début de mandat pour réduire les anticipations d'inflation en fin de mandat, alors qu'en fin de mandat, leur horizon se termine et donc ils n'ont aucune incitation à investir dans la manipulation des anticipations d'inflation pour le mandat suivant. Par ailleurs, si je regarde ce qui se passe au niveau de l'output, eh bien, évidemment, on va trouver que les anticipations d'inflation vont se trouver dans ce cycle régulier. Les anticipations d'inflation vont être une moyenne pondérée de pi1 et de pi2, et donc les années d'élection, pi2 va être plus grand que pi2 anticipé, c'est ce qu'on peut voir ici, et donc il va y avoir une expansion, alors que la première année du mandat, l'année hors élection, pi1 va être plus petit que pi1 anticipé, et donc on va avoir une récession. Pour conclure, ce modèle de Nordhaus nous semble assez réaliste. Nous connaissons tous des épisodes de manipulation stratégique des dépenses publiques, notamment par les gouvernements à l'approche d'une élection. Cependant, il faut répéter qu'il n'est pas compatible avec les anticipations rationnelles. D'une part parce que l'on suppose que les gens votent rétrospectivement, ce qui n'est pas rationnel, et on doit voter en fonction des anticipations sur les politiques qui seront suivies après l'élection, et d'autre part parce que les anticipations d'inflation sont formées de manière adaptative. Si les anticipations d'inflation étaient formées de manière rationnelle, alors l'expansion qui a lieu en fin de cycle serait parfaitement anticipée par les agents, et donc le gouvernement ne pourrait pas stimuler l'économie, il se contenterait de créer un surcroît d'inflation. Et de même, en début de cycle, la déflation, ou plutôt la désinflation créée stratégiquement par le gouvernement, serait elle aussi parfaitement anticipée par les agents, et donc à nouveau, il n'y aurait pas d'effet sur l'activité. Donc le cycle macroéconomique, le cycle politico-économique disparaîtrait dès lors que les anticipations sont rationnelles.